Difficile du coup, si on se parle de leadership, de ne pas se parler de cette fameuse question de l'IA générative. Énorme sujet, on l'a tous vu en cette rentrée, quand on voit à quel point voilà, elle vient complètement transformer déjà nos organisations, en particulier nos métiers d'acteurs du changement, d'actrices du changement. On voit toutes les questions qu'elle soulève pour nos entreprises, les questions environnementales, sociales, sociétales et même de souveraineté, donc des sujets sur lesquels nous, en tant que direction RSE, il faut absolument qu'on les voit au chapitre. Mais on voit aussi, et c'est ce qu'on va aborder notamment dans cet échange avec Laure, la dimension plus positive qu'elle peut nous apporter dans sa capacité à nous aider à accélérer nos stratégies, faciliter, on le verra, la collecte de data, les process, pourquoi pas aussi notre façon de travailler au quotidien en tant que directrice et directeur RSE, notamment pour la veille et d'autres sujets. Voilà. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on vous propose d'aborder avec Laure ici présente, Laure qui est une très grande experte de ces sujets. Pionnière d'ailleurs. Tu vas nous raconter, mais donc ex-Chief Data et IA Officer de Matignon à l'époque, enseignante notamment à Sciences Po Paris et aujourd'hui entrepreneur. Tu as cofondé donc cette plateforme de formation qui est dédiée à ces sujets de l'IA au service des différents métiers et notamment bientôt de nos métiers à nous. Donc une plateforme qui s'appelle Catalyst.ai. Donc un grand merci de prendre le temps d'être là avec nous ce matin pour partager tout ça et à vous tous de prendre ce temps-là pour vous parce qu'on sait que voilà, c'est des moments qui sont chargés, notamment cette rentrée. Vous connaissez le format, on commence par une quarantaine de minutes de théorie. Donc Laure va nous présenter une vision assez large en fait de où on en est aujourd'hui, où en sont un peu nos COMEX, quelles sont les premières pistes de réflexion ou d'action qui directement corrélées donc à nos métiers qui sont en train d'émerger. Et l'objectif vraiment qu'on se donne là, et c'est ce qu'on fait à chaque fois, c'est de se garder quand même une bonne trentaine de minutes entre nous, d'abord pour recueillir un peu vous, on va dire vos best practices, si vous avez commencé à mettre en pratique certains sujets, certains outils au sein de vos organisations, je pense que ça peut nourrir pas mal d'entre nous. Et aussi peut-être de s'interroger sur vos besoins sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui sont très larges, pour que nous, au niveau du C3D, on puisse les adresser au mieux, vous proposer des rencontres un peu ad hoc en fonction des éventuels consensus qu'on fera émerger là dans nos discussions. Voilà, donc Laure, je te laisse le floor avec ta presse. N'hésitez pas à noter effectivement vos questions au fil de l'eau, moi je les ferai remonter. Et de toute façon, on a un petit temps, comme on disait, d'échange à la fin pour en parler plus en profondeur. Laure, tu peux du coup lancer la... C'est bon normalement. Super, Est-ce que vous voyez la presse? Super. c'est parfait. Ouais, je suis désolée, moi je vous vois pas en live, mais donc il faut m'interpeller si vous voulez. Mais merci beaucoup Capucine et puis bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui effectivement pour parler de ces sujets. Avec Capucine, on a déjà eu des discussions passionnées. En effet, moi, j'ai créé donc Catalyst AI Academy. En fait, ça fait 25 ans que je travaille dans la tech, le numérique, la data, l'IA, à la fois dans le secteur privé. J'ai commencé dans les médias, dans les télécoms, puis dans les services financiers. Et après, j'ai été en gros Chief Data et IA Officer dans l'administration française, donc dans les services du Premier ministre, où je me suis occupée de participer à la transformation numérique du service public. Et notamment donc autour des questions de data et d'IA, en se disant, voilà, la technologie, évidemment, c'est une grosse rupture. Ça permet aussi de produire du service public d'une manière différente, d'offrir aussi un service qui est plus personnalisé, plus adapté, mais évidemment dans un cadre de responsabilité qui est celui de la puissance publique et qui est très important. C'était passionnant. Et effectivement, depuis 2 ans, j'ai eu une expérience entrepreneuriale en plus de l'enseignement. Et j'ai créé Catalyst AI Academy il y a à peu près 6 mois avec une associée, Élise Mazurel. Et on s'est retrouvés sur un constat qui était celui que, évidemment, l'IA et notamment l'IA générative changeait beaucoup de choses. Et qu'en fait, il y avait un vrai sujet d'accompagner l'adoption responsable de cette intelligence artificielle par les organisations et notamment par les métiers, sachant que les métiers allaient profondément aussi probablement se transformer avec des impacts, une vitesse, une envergure différente évidemment selon les fonctions, mais qu'il était important aussi d'accompagner cette adoption. Moi, j'avais passé beaucoup de temps à finalement plutôt à fabriquer de l'IA et de la data.
Mais je m'apercevais aussi qu'il y avait une vraie distance entre la manière dont les métiers utilisaient ou s'appropriaient concrètement les possibilités offertes par l'IA. Et que là, on a voulu vraiment raccourcir en fait cette distance. Donc, on est un petit organisme de formation et qui fait notamment aussi des formations spécialisées justement filière par filière, métier par métier. Parce qu'une de nos convictions, c'est que l'IA, ça change beaucoup de choses, évidemment, en transversal, et on le verra, mais que les enjeux sont aussi, et les cas d'usage sont aussi spécifiques métier par métier. Et que du coup, il y a pas mieux que celles et ceux qui viennent justement de ces métiers-là et qui ont pris ce virage de l'IA pour eux-mêmes former. Donc ça, c'est une des grandes différenciations en fait de Catalyst AI Academy. Donc effectivement, ce matin, on va avoir à peu près 40-45 minutes ensemble. Surtout pour d'abord reposer le cadre, parce que en fait, c'est important aussi de parler de la même chose. L'IA, on en entend énormément parler depuis 2 ans, avec l'arrivée de, même 3 ans, l'arrivée de l'IA générative. Mais voilà, ça recouvre plein de réalités différentes derrière. Donc, on va passer un tout petit peu de temps pour reposer un petit peu ce cadre-là et puis voir effectivement à la fois en quoi la RSE et vos métiers doivent être vraiment des partenaires de l'accompagnement de ces transformations. Et puis, effectivement, comment aussi l'IA générative peut vous aider, vous, à mieux réaliser vos propres missions. Donc d'abord, j'avais ce petit quiz. Donc là, je vais essayer de faire un tour de passe-passe pour vous présenter normalement ça. Est-ce que là, vous voyez mon petit Mentimeter qui normalement, par le miracle de la technologie, si ça fonctionne, Ah, c'est bon, doit, c'est bon. c'est bon, doit se Ah, remplir en direct. Et donc, si vous scannez le petit QR code, je vous propose juste de renseigner. Normalement, ça ne vous demande pas de connexion. À quelle fréquence, en fait, soit à titre personnel, soit à titre professionnel seulement, soit les deux, vous utilisez l'IA au quotidien. Alors, les deux, voilà, je vois que ça marche, c'est formidable. Donc, vous utilisez l'IA, ah, c'est pas mal. Donc, à titre perso seulement 1, à titre professionnel seulement 3 et les deux 8. Donc, vous êtes quand même, et personne ne l'utilise jamais. Donc, ça dit bien ce qui est en train de se passer. 12. Bon, bah super. Donc, vous êtes déjà les deux, mais je suis sur mon portable. Ah, voilà, ça, je vois. je vois attendre Euh, qu'on ait quand même 27 participants, donc peut-être laissons 2-3 minutes aux restants de ok. voter parce qu'on est juste à la moitié, ou alors sauf s'il y a un problème de QR code. Enfin, moi, ça marche très bien, mais si on se laisse encore peut-être 30 secondes pour ça. Bon, de toute façon, la tendance se confirme, hein. Oui, oui, je pense que globalement, voilà, pareil les deux, je ne peux pas me connecter. Bon, très bien. Ouais. Donc effectivement, l'IA et notamment l'IA générative, on est tout un peu les messieurs et mesdames Jourdain aussi de l'IA. On en produit, parfois même sans le savoir, et en tout cas, on en utilise de plus en plus, en ayant de plus en plus conscience. Mais effectivement, elle est vraiment entrée un peu partout dans nos vies. Donc, si je me remets sur la présentation. Voilà, donc la question effectivement de la session aujourd'hui, c'est comment vous, en tant que leader à impact, dans cette tendance qui est là et qui est assez massive, vous pouvez aussi vous-même vous outiller dès maintenant et justement avoir le bon positionnement pour en faire un allié stratégique dans votre métier et puis dans votre leadership. Donc, pour revenir juste rapidement sur quelques fondamentaux de l'IA, on l'a dit, elle est déjà partout, hein, elle est présente à la fois quand vous choisissez un film sur Netflix, derrière, ce sont des algorithmes de recommandation qui font du matching, c'est une technique particulière d'algorithme. Quand vous allez au restaurant d'entreprise ou au supermarché et qu'il y a une petite caméra qui reconnaît que vous avez des tomates parce que des modèles ont été entraînés et que ça fait de la reconnaissance d'image et que ça vous propose directement la tomate. Ça aussi, c'est d'autres techniques d'IA. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de plus en plus de centres d'appel où vous avez même
toute une partie du processus qui est automatisée pour vous rediriger à travers ce call center. Et même maintenant, on a des call centers entièrement faits par de l'IA. Donc, ça pose quand même là énormément de questions. Dans l'univers industriel, on a par exemple toute la maintenance prédictive, mais aussi de la robotique. Tout ça aussi, c'est de l'IA. C'est extrêmement performant dans le diagnostic médical et les véhicules autonomes, évidemment, qui là aussi utilisent plein de techniques d'IA. Donc, c'est déjà là, très, très présent. C'est pas nouveau. On en entend beaucoup parler depuis 3 ans, mais l'IA, en fait, c'est 70 ans d'histoire. Le terme est apparu dans les années 50 hein, par un groupe de chercheurs dont le projet était, donc au croisement de différentes disciplines scientifiques, de simuler et de faire reproduire par la machine toutes les facettes de l'intelligence humaine. Donc, ils se disaient, voilà, il n'y a pas un des volets de l'intelligence humaine qui ne puisse pas être reproductible par la machine. Donc, c'était ça un peu le projet fondateur, donc que ce soit la mémoire, la cognition, le raisonnement ou même des aspects beaucoup plus sensibles sur la créativité, les émotions. Donc, c'était ça le projet fondateur de l'IA. Ça s'est développé dans la recherche académique et les laboratoires avec donc plein de tentatives en fait d'utilisation de techniques différentes pour arriver à cette finalité. Ce qu'il est important d'avoir en tête aussi, c'est qu'on a eu des moments où les percées scientifiques dans les laboratoires ont suscité énormément d'espoir, mais que finalement, ça ne se traduisait pas du tout opérationnellement ou dans le réel par des applications concrètes et qui faisaient leurs preuves. Donc ça a donné aussi les fameux hivers de l'IA, qui ont été des périodes dans l'histoire où finalement tous les financements se sont contractés. Ça a été extrêmement décevant dans la réalité. Donc, on peut se demander en fait si cette dynamique de haut et de bas, elle n'est pas constitutive de l'histoire de l'IA et si la période qu'on est en train de vivre actuellement, voilà, est-ce que c'est une bulle? Est-ce qu'il y a trop de spéculation? Est-ce que ça va retomber? Est-ce que ça va se recontracter? C'est une question qui est en suspens, même si on sent quand même que là, il y a une transformation qui est assez profonde et qui globalement va évidemment en s'accélérant sous l'effet de plusieurs choses. La numérisation, évidemment, qui est en cours depuis une vingtaine d'années, et l'explosion des données disponibles pour justement permettre aux modèles d'IA d'apprendre. Et puis, par ailleurs, la puissance de calcul, donc les fameux processeurs qui permettent aux ordinateurs d'effectuer les calculs nécessaires à l'IA. Donc ça va vraiment en s'accélérant. On a donc depuis 3 ans l'explosion et une accélération encore plus forte avec l'arrivée donc de la fameuse IA générative. On a à peu près toutes et tous découvert en novembre 2022 quand une petite société, enfin une petite organisation pas connue à l'époque qui s'appelait OpenAI a mis de façon complètement inattendue entre les mains de tout le monde cette interface extrêmement simple d'utilisation donc, le fameux chat GPT, chat, c'est le nom justement du service de dialogue, quoi, cette interface, et qui en 5 jours, entre le 30 novembre 2022 et le 5 décembre, a déjà enregistré 1 million d'utilisateurs. Donc, juste en l'espace de 5 jours, c'est du jamais vu dans l'histoire du numérique. Et aujourd'hui, ils annoncent qu'ils sont à 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Donc, c'est quand même vraiment massif. Et donc, ça, ce que ça dit, c'est que ce qui a changé aussi la donne, c'est que par rapport à avant, où pour faire de l'IA, il fallait programmer, il fallait manipuler des données, ça se faisait beaucoup en back-office. Là, on pouvait très facilement, en langage courant, en langage naturel, dialoguer en fait avec un service d'IA. Et là, le monde entier a pris la mesure de ce que c'était capable de faire avec un service qui reproduisait le langage naturel et la pensée humaine de façon absolument stupéfiante. Ça a aussi dit que ça a pris de court, évidemment, tout le monde, les géants du numérique qui n'avaient pas du tout prévu l'arrivée de ce service-là. Les comités de direction, il y a une espèce de frénésie où en voyant justement la puissance que ça avait, se sont dit il faut absolument faire des choses. Donc ça a donné toute une année 2023 où il y a eu la multiplication des projets d'IA générative un peu à tout va en disant il faut expérimenter, il faut comprendre, avec aussi derrière des déceptions
Et vous avez peut-être vu cette étude du MIT récemment qui disait que 95% des projets d'IA enfin, partaient à la poubelle, quoi, n'avaient pas du tout été développés par la suite. Voilà, c'est aussi parce qu'il y a eu cette multiplication d'expérimentation. Ça a aussi fait qu'on a eu des employés, des salariés dans les entreprises qui se sont mis eux-mêmes à utiliser de façon un peu chaotique l'IA sur leur lieu de travail, en dépit d'ailleurs de prérequis de sécurité. Donc, ça a pris un peu tout le monde de court, mais il y a une accélération qui est quand même vraiment inédite et ça va très, très vite. Juste pour se resituer, donc ce champ de l'intelligence artificielle, il est très vaste. Il est interdisciplinaire, donc c'est un croisement de mathématiques, de sciences, enfin de neurosciences, de statistiques et évidemment d'informatique. Donc ça croise tout ça. C'est à la fois théorique et très pratique. Donc moi j'ai toujours entendu parler de l'IA en général, mais aujourd'hui on parle des IA. Donc, par extension, en fait, tous les services qui reposent sur de l'IA générative, on appelle ça maintenant les IA. Et donc, c'est un champ très, très large. Le champ principal qui s'est développé, c'est celui du machine learning ou apprentissage automatique en français. Et ça a changé aussi la donne parce que ça a fait qu'on est passé de systèmes d'IA dans lesquels en fait on fonctionnait par un système de règles, donc où on avait une succession de tâches et de règles qui étaient très claires et traçables, à un système où les ordinateurs en gros apprenaient à apprendre. Donc c'est eux qui allaient déduire leurs propres règles à partir de données qu'on fournissait massivement en entrée et qu'ils étaient capables de traiter. Et donc ça a quand même posé aussi plein de questions parce que on a cet effet de un peu boîte noire où aujourd'hui on ne sait pas complètement retracer comment ces algorithmes fonctionnent. Et donc ça repose aussi sur des structures qui là encore s'inspirent du fonctionnement du cerveau humain, qui sont les réseaux de neurones. Et ça, c'est ce qui a permis, les améliorations techniques ont permis l'arrivée dans les années, enfin en 2022 notamment, de la fameuse IA générative qu'on appelle comme ça parce que elle est capable de produire du contenu original, que ce soit du texte, du son, de l'image, du code, des vidéos, à partir de données sur lesquelles elle a appris. Et le moteur de tout ça, ce sont les fameux LLM ou modèles de fondation, qui sont ces modèles donc, reposent principalement sur du langage, mais qui permettent justement de faire tous ces calculs et ces traitements. On les appelle larges modèles de langage parce qu'ils sont énormes. Ce sont des structures de programmation qui sont très, très grosses, qui reposent sur des paramètres et qui aussi ont appris sur une très, très grande quantité de données. Là encore, inégalé dans l'histoire. Typiquement, GPT 3.5 qui est derrière le chat GPT qui est sorti en 2022, ça a appris sur 500 milliards de mots. C'est comme si un humain avait lu non-stop pendant presque 4000 ans. Donc on voit bien la quantité d'informations qu'ils ont réussi à ingurgiter et à traiter, mais le coût aussi que ça peut avoir, parce que pour faire tout ça, il faut avoir assimiler énormément de données et faire énormément de calculs pour faire une prédiction sur ce que sera le prochain item. Donc, si on prend par exemple une phrase, ce que font les LLM, c'est qu'ils vont attribuer une probabilité en ayant modélisé tout ce qu'il y a avant et tout ce qui en général arrive après sur quel va être le prochain mot. Et c'est ça qui est extrêmement performant et qui permet aujourd'hui d'avoir cette capacité inédite de produire du langage. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est non déterministe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas une seule réponse possible. Le modèle, il va attribuer une probabilité, mais il y a une petite part d'aléatoire et de variabilité. Donc, c'est ce qui fait que si vous utilisez tous ChatGPT, même avec le même historique, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Ça explique aussi une des limites encore actuelles de ces modèles qui sont les fameuses hallucinations où ça va produire du contenu qui est plausible d'un point de vue probabiliste parce que globalement, en général, c'est comme ça que ça se passe, mais qui, dans un cas particulier, n'est pas juste. Donc ça, c'est encore une des limites très fortes de ces modèles. Si on regarde juste la chaîne de valeur, c'est très coûteux de produire ces modèles. Là, on se penche vraiment sur l'IA générative et c'est un schéma qui vient de l'autorité de la concurrence. Pour produire tout ça,
il faut à la fois être présent sur toute une couche d'infrastructure, donc non seulement le hardware et les réseaux, mais aussi les fameux processeurs qui permettent à ces calculs de se faire. Il faut évidemment énormément de données, non seulement pour entraîner les modèles, mais pour les faire tourner en temps réel. Il faut aussi de la main-d'œuvre et des talents qualifiés. Derrière, donc on a toute la couche vraiment de ces fameux modèles. Et puis derrière, le déploiement, c'est-à-dire leur intégration dans des applications numériques. Pour la faire courte, le marché, il est aujourd'hui extrêmement dominé par les big tech, les géants du numérique, qui sont les seuls à avoir l'accès au capital nécessaire pour pouvoir produire en fait, et fabriquer ces très grands modèles, et qui en plus bénéficient d'une intégration verticale parce que leur modèle repose justement sur l'exploitation de données. Ils ont tous les services de cloud qui permettent aussi de faire tourner et d'exploiter ces modèles et de les distribuer. Donc, c'est vraiment un marché qui est extrêmement dominé par ces acteurs-là, même si on voit des acteurs nouveaux émerger comme NVIDIA justement sur les processeurs ou le fameux OpenAI, on a quand même une très très forte concentration, ce qui pose des questions derrière du point de vue d'une entreprise sur les choix qu'on fait quand on va avoir recours à ces technologies, parce que on se met dans une dynamique et une chaîne de valeur qui est extrêmement concentrée. Juste pour vous donner un petit aperçu, quels sont justement aujourd'hui les services disponibles. Donc, je vous en ai mis que quelques-uns et qui sont les acteurs derrière qui les produisent. Donc, le fameux ChatGPT, il est produit par cette entité OpenAI, qui aujourd'hui a une capitalisation massive avec notamment des investissements très forts, notamment de Microsoft ou plus récemment de NVIDIA. Donc, ChatGPT, c'est le nom du service. Et derrière, on a tous ces fameux modèles qui sont aussi maintenant publiés sous forme de différentes versions et qui viennent nourrir ce que font ces services que vous et moi, on manipule au quotidien. Microsoft est aussi un acteur très présent et a développé toute une suite justement qui s'appelle Copilot, qui est intégrée à sa suite bureautique. Google, très présent avec tout un système, là encore, d'IA qui s'appelle Gemini et qui est intégré à toute sa suite de produits. Un autre service que vous utilisez peut-être qui s'appelle NotebookLM. Et puis, on a des acteurs un peu alternatifs. Anthropic, qui a le service Claude, que là aussi vous utilisez peut-être, qui est très bon, par exemple, pour produire de l'IA de façon beaucoup plus rédigée. Beaucoup de gens l'utilisent pour écrire et rédiger des documents. C'est très bon aussi pour du code. Mais donc, ça repose aussi sur toute une suite de modèles. Et puis, probablement, vous connaissez Mistral, donc le challenger français, qui a son service B2C, le chat de Mistral, mais qui derrière tourne aussi sur ses propres modèles. Et puis, donc, d'autres acteurs, juste un petit exemple, mais je ne sais pas si vous connaissez Grok, qui est donc l'IA qui est en fait produite par Elon Musk. Quand Elon Musk a racheté Twitter, il y avait notamment deux finalités. La première, c'est d'avoir une plateforme médiatique. Et puis derrière, mettre la main aussi sur toutes les données des conversations qui avaient été faites sur Twitter pour entraîner dessus sa propre IA. Un autre exemple, c'est DeepSeek, donc un des modèles chinois qui là est justement un des modèles qui est très performant techniquement, mais qui évidemment reflète aussi des partis pris, des valeurs qui sont présentes en Chine. Juste pour vous donner encore quelques derniers exemples, Midjourney, c'est l'IA qui est spécialisée, qui a été créée par des artistes et des graphistes, graphic designers, qui est spécialisée par exemple dans la production d'images, ou Perplexity, qui est un moteur très très bon pour aller scroller, screener le web en temps réel et faire des recherches et avoir aussi plus de traçabilité sur les sources qu'il a utilisées. Donc, on a cette profusion d'outils disponibles qui posent évidemment aussi plein de questions dans l'adoption qui est faite en entreprise. Juste une petite question, Laure, Oui, je me oui. permets, parce la slide avant, elle est hyper, hyper intéressante. En termes d'ordre de grandeur, parce que là, on voit qu'il y a une profusion, mais est-ce qu'on peut considérer que ChatGPT est vraiment aujourd'hui celui qui est le plus adopté, Oui. ou est-ce que c'est à peu près ISO?
Oui, oui, entre... en ouais. fait, c'est très difficile à mesurer parce que, par exemple, donc ChatGPT, effectivement, eux, ils communiquent sur un nombre d'utilisateurs, donc des gens qui ont un compte et qui se connectent et qui l'utilisent de façon hebdomadaire. Donc, à nouveau, c'est presque un dixième de l'humanité qui aujourd'hui l'utilise. Ok. Mais par exemple, Meta, donc tout le groupe derrière Facebook, Instagram, WhatsApp, ils ont fabriqué des modèles qui sont en open source. Donc ça, c'est un des modèles les plus connus, c'est Llama. Mais ils n'ont pas de service en tant que tel qui est marketé comme interface d'IA. En fait, toutes les fonctionnalités, elles sont diffusées et intégrées à d'autres services. Donc, on ne peut pas compter toute l'IA qui est dans Facebook, toute l'IA qui est derrière Ok. Instagram, Messenger, WhatsApp. Vous avez des petites Donc c'est ce qu'on... fonctionnalités Ouais. qui vont... Voilà. Donc, et en fait, le grand jeu, enfin, le grand jeu, la clé aujourd'hui pour ces acteurs-là, c'est enfin, deux choses. D'abord, vous avez peut-être entendu parler de l'IA dite agentique, où là, c'est le grand truc en ce moment, où en fait, on va aller jusqu'à... Donc, les fameux LLM dont je vous parlais tout à l'heure, ce moteur, il va plus seulement produire du texte, mais il va servir d'orchestrateur au sens où ça va être un moteur intelligent qui va aller taper dans des bases de données, dans des outils numériques, dans du code et des API, et qui va permettre en fait de créer des flux automatisés, mais qui vont aller jusqu'à une action automatique. Donc, c'est pas seulement, ça va pas seulement vous fournir de l'information, mais ça va tourner en arrière-plan et être capable d'aller enclencher une action. Donc, typiquement, aujourd'hui, si vous dites à ChatGPT, je voudrais organiser un voyage, je sais pas quoi, en Birmanie, fais-moi des propositions. Donc, il va vous répondre avec des suggestions. Le moment où ça va devenir agentique, c'est qu'il va pouvoir être connecté notamment à vos moyens de paiement. Et si vous lui donnez des instructions pour réaliser, enfin pour atteindre un objectif, il va être capable d'enclencher l'action et d'aller prendre vos billets, organiser tout votre itinéraire et réserver à votre place. Enfin, je simplifie, mais donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire en arrière-plan et de manière très automatisée, avec du coup des interfaces qu'on a aujourd'hui qui vont même disparaître. C'est pour ça que je vous ai mis cette phrase qui a beaucoup fait parler d'elle de Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui a dit Sat is dead. Sous-entendu, le modèle des éditeurs logiciels dans lesquels on rentre par un produit ou un service, finalement, ça va disparaître parce que derrière, on a des agents qui vont être intégrés en fait à vos interfaces les plus courantes et qui vont tourner en arrière-plan et faire des choses à votre place. Donc, soit en tant qu'utilisateur B2C, mais aussi dans l'entreprise, remplacer des processus entiers, en fait. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est que justement, les nouveaux acteurs de l'IA, ils essayent de redevenir un peu les plateformes et d'être celui qui va maîtriser en gros l'interface utilisateur et qui va loquer en fait tous les usages pour derrière être celui qui va tout orchestrer et opérer en arrière-plan. Je ne sais pas si je suis claire, mais Hyper clair, c'est ton assistant personnel plus en fait, et du voilà, coup mais à c'est ta clé l'intérieur, d'entrée, ouais, c'est ta clé d'entrée, donc il y a un pouvoir immense, c'est le Google de l'époque, sauf qu'aujourd'hui il peut agir à ta exactement. place, En à ton fait, service. Ouais. c'est ça. Et donc ça, c'est vrai en tant que pour vous en tant qu'individu, mais c'est vrai à l'échelle de l'entreprise. Donc en fait, on a typiquement si on reprend l'exemple des call centers, en fait, on a un agent qui va, si vous appelez, va vous identifier en tant que client. Il va se connecter à un autre agent qui va se connecter à votre historique d'appel, qui va se connecter à un autre agent qui va se connecter à ce qui s'est passé sur un service en particulier. Et tout ça, en fait, va opérer de manière automatique en arrière-plan. Donc, tout comme il y a 10, 15 ans maintenant, ce qui a fait le succès des géants du numérique, c'est d'être des plateformes. Donc, de pas seulement fournir des applications les unes à côté des autres, mais d'être l'espèce de socle dans lequel l'innovation va se faire selon leurs propres règles et en leur créant leurs propres valeurs. Typiquement, par exemple, l'App Store. Au début, Apple, ça faisait des téléphones, mais petit à petit, ils ont organisé tout un écosystème sur lequel des applications tierces venaient se greffer pour être distribuées et innover dans l'environnement Apple. C'est ça qui a fait la force des plateformes par rapport à des éditeurs d'applications verticales. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de se repasser. Typiquement, OpenAI,
petit à petit, va intégrer dans ChatGPT, Figma, des outils numériques. Et donc, ils veulent devenir en fait l'infrastructure profonde sur lesquelles tous les usages vont se faire. Et donc, la compétition, et tout comme Microsoft, va essayer de tout capter à travers Copilot. Tout comme Google, si vous avez la suite Google, ça va essayer de capter tous les usages à travers Gemini. Donc, c'est ça la grande bataille, en gros, en ce moment, c'est qui va être dans le monde de l'IA agentique, l'espèce d'orchestrateur de tout ça sur lequel, en fait, tout va se faire. Donc, la bataille, elle se joue là. Et j'ai une petite question du coup en Oui. termes de niveau de maturité. On voit bien à quel point ChatGPT il y a 3 ans n'existait pas et aujourd'hui est immensément utilisé. L'IA agentique, dans l'agenda là que tu vois toi avec ta hauteur de vue, c'est quand en fait? Alors, c'est très variable. C'est déjà là. En fait, c'est comme pour tout comme l'IA, c'est aussi un gros concept marketing et tout s'appelle IA, donc des trucs qui sont complètement à gauche de la slide. IA décisionnelle, enfin qu'avant on appelait business intelligence ou analyse prédictive. Aujourd'hui, on repeint tout à IA parce que dès que vous mettez IA quelque part, vous avez une capitalisation ou une plus-value, une Ouais. valorisation qui est 2 fois plus forte. Vous avez des salaires qui sont 4 fois plus élevés. Donc là, en ce moment, tout s'appelle IA, même des trucs qu'on n'appelait pas du tout IA. Et c'est un peu la même chose avec l'agentique. Donc le terme, il est pas très clair et il correspond en fait à des niveaux de maturité et de fiabilité et de diffusion et d'adoption très différents. Donc, Mais si on prend l'exemple d'un voyage, par exemple, à quel horizon de temps tu penses que demain, on passe de ChatGPT qui nous fait la description, entre guillemets, d'un point de vue informationnel, à ton bot qui l'année t'organise ton prochaine, voyage et qui a ta carte bleue? enfin, dans 2026, c'est Ça sera déjà possible. rentré Il y a dans notre déjà des quotidien. services, D'accord. oui. Enfin, Ok, après, donc c'est avec des vraiment là, niveaux quoi. d'adoption, mais il y a des choses qui sont vraiment là. Ça va poser Ok. plein de questions. Il y a évidemment des questions de sécurisation derrière qui sont majeures, mais il y a déjà plein de choses qui existent. Et je ne sais pas si vous connaissez des services comme N8N ou Make, qui en fait sont des interfaces qui là aussi connaissent un essor massif. Mais c'est des services, vous pouvez aller sur leur site internet, et c'est des plateformes low code, no code, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de savoir coder pour aller connecter des services entre eux. Donc typiquement, vous pouvez connecter, enfin automatiser une veille qui va être Perplexity, le fameux dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait de la veille de manière bien plus performante sur Internet. Vous pouvez programmer ça et le connecter à votre boîte mail pour que tous les lundis, ça vous envoie automatiquement votre veille. Donc, il y a maintenant des plateformes qui permettent très facilement d'aller greffer des outils et déclencher des workflows automatiques entre eux. Ça, c'est N8N ou Make. Mais ça va. Enfin, à nouveau, OpenAI a annoncé un kit il y a une dizaine de jours qui même, dont on dit maintenant que ça va disrupter ce que font Make et N8N parce que ça va être encore plus facile. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que Ça il y a va très beaucoup de vite. hype, ça va très très vite. La question que ça pose dans toutes les entreprises, c'est comment on fait des choix stratégiques, opérationnels, technologiques dans un environnement où tout va hyper vite, c'est extrêmement volatile. Il y a un manque de clarté aussi sur les modèles économiques derrière tout ça parce que on affiche des gains de productivité potentiels dont on sait qu'ils ne vont pas évidemment se réaliser de la même manière partout et on n'est même pas sûr qu'ils se réalisent vraiment. Mais derrière aussi, à quel prix? Parce que, en fait, quand je vous parlais de la manière dont ça fonctionne, si je remets juste la petite slide sur le langage, là, en fait, ce que font les LLM, c'est qu'ils découpent typiquement un morceau de phrase en unités qu'on appelle des tokens. Par exemple, bonjour, c'est à peu près un token. Et ça, c'est l'espèce d'unité monétaire, entre guillemets, dans l'IA. Et que du coup, quand vous utilisez un service d'IA, vous ne le voyez pas si vous utilisez ChatGPT gratuit ou même avec des licences, enfin des premiers abonnements payants. Mais en fait, derrière, il y a un modèle de coût variable. Donc, typiquement, un service qui va choisir, une entreprise qui va choisir d'appuyer, par exemple, un chatbot sur l'utilisation de LLM, en fait, elle va payer et au nombre de prompts qui sont faits et au nombre de réponses enfin, la longueur des réponses qui est faite à la sortie. Donc, en fait, il y a une question de coût et de viabilité du modèle économique aussi derrière pour les entreprises.
aujourd'hui, les prix ne reflètent absolument Ouais, bien sûr. pas la réalité des coûts que ça a. Donc, voilà. Tout ça pour dire, et je suis désolée, j'accélère, mais comme je ne vous vois pas, il faut me dire s'il faut couper, mais ça pose des questions vraiment pour les comités de direction qui sont majeures. Et donc, moi, je le vois parce qu'on intervient dans beaucoup de comités de direction, dans plein d'entreprises, des conseils d'administration. La question, c'est, voilà, quelle est la création de valeur potentielle? Est-ce que l'IA, pour moi, enfin, non seulement c'est une source de compétitivité qui va me permettre, en fait, de mieux faire à moindre coût, de proposer un meilleur service. Comment, globalement, ça va transformer mon modèle d'affaires, avec aussi des sujets sur voilà, quelle est vraiment l'ampleur des gains de productivité, sur quelles fonctions, comment ça va transformer mon organisation et mes emplois. Du coup, quels sont les cas d'usage qui sont pertinents aussi pour mon secteur, mon entreprise, métier par métier. Et il y en a plein, il y a vraiment des gains réels, on le voit sur énormément de fonctions et de cas d'usage. Et du coup, qu'est-ce que dans tout ça, je vais automatiser et comment je fais aussi pour ne pas dégrader la qualité de la relation avec mes parties prenantes, mes clients, mes partenaires, mes employés. Donc ça, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, avec cette crainte que si on ne le fait pas, d'autres vont le faire mieux, plus vite. Donc là aussi, vous avez forcément vu dans la presse, notamment ces dernières semaines ou mois, des annonces aux États-Unis de suppression majeure de postes, de licenciements massifs dans certains domaines. Et donc, ce que change aussi l'IA générative par rapport à l'IA qu'on avait avant, c'est que ça touche beaucoup plus les professions, les L'école prestations blanche. intellectuelles, l'école blanc, voilà, versus l'école bleue qui était, on se disait, c'est dans les usines, c'est de la maintenance. Là, vraiment, c'est tous les métiers qui sont de prestations intellectuelles. Donc ça, c'est des vraies questions et qu'aujourd'hui, toutes les entreprises se posent. Avec, à nouveau, et c'est ce que j'ai mis aussi de l'autre côté, c'est quels sont les choix technologiques que je fais, comment je me crée, enfin, je gère mes dépendances stratégiques, commerciales avec certains des fournisseurs de ces infrastructures-là et voilà, un manque de clarté aussi sur les coûts qu'il va y avoir derrière. Euh, oui, Non, je me disais que c'était peut-être le moment où on pouvait aussi prendre quelques minutes pour vous faire un peu tous réagir à ces enjeux, parce qu'on voit qu'il y en a un certain nombre qui sont liés évidemment à nos périmètres. Je pense à la question environnementale, la question sociale, l'impact sur les emplois, notamment aussi les échanges avec les parties prenantes. Si ça vous va, on peut peut-être comme ça, là, on te laisse un ouais, peu très bien, souffler. c'est parfait. On se prend peut-être quelques minutes juste pour vous faire réagir. Vous qui êtes quand même souvent en lien avec vos COMEX, avec vos CODIR, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous, en tant que CSO, en tant que direction RSE, vous êtes sollicité? Est-ce que vous êtes intégré à la réflexion là-dessus ou pas encore? Euh, N'hésitez pas peut-être à rouvrir vos caméras, comme ça c'est un peu plus Ouais, convivial. je vais essayer de vous laisser la slide, mais en même temps de vous voir moi aussi en même temps. Qui Alors, se lance? je vois, il y a des petites questions, j'en aperçois là. Alors, conversation. Euh, Peut-être, moi j'avais une question, mais c'était sur le sujet d'avant, sur la Est-ce blockchain, parce qu'on en parlait beaucoup à une époque pour est-ce que je peux sécuriser vous demander, des... pardon, est-ce que je peux juste vous demander de vous présenter, mais en trois Pardon, secondes avant, Marjolaine c'est plus Grisard, sympa pour. Merci beaucoup. excusez-moi, oui, Non, 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 au Marjolaine contraire. Grisard, je suis directrice RSE de Nexity, Ah, donc dans le secteur de l'immobilier. oui, que je connais bien. Gros enjeu, Sur ouais. la conversation, c'était plutôt technique. On parlait de blockchain qui permettait justement de se sécuriser d'un point de vue juridique un certain nombre de Oui, choses. Et j'imagine que c'est des choses qui sont aussi utilisées dans les solutions LLM dont vous parliez. Mais sinon, pour réagir à la slide en cours, c'est vrai que, en fait, je pense que vu que les évolutions sont tellement rapides, enfin voilà, c'est vraiment impressionnant en ce moment. C'est vrai que ce qu'on peut percevoir, c'est qu'on se concentre sur des solutions business pour pas être en retard. Et ce qu'on perçoit, c'est que du coup, on manque de temps pour prendre ce recul relativement nécessaire et que du coup, je pense que collectivement, on arrivera à faire en sorte que tout le monde se pose les bonnes questions. Justement, si on valorise
l'interface qui existe entre tous ces sujets ESG et puis les enjeux business ou les solutions un petit peu plus opérationnelles en fait qu'on peut mettre en pratique assez rapidement avec l'IA. Oui, alors juste pour vous répondre sur la blockchain d'abord, la blockchain, c'est un autre type d'infrastructure technique qui repose en fait sur de la décentralisation très forte. Donc, c'est ça qui permet, et justement une traçabilité qui permet de faire beaucoup de choses, et notamment effectivement dans le domaine juridique. Mais c'est pas l'intelligence artificielle générative, elle repose pas là-dessus. Il y a des services qui couplent les deux. C'est Ils ça. vont mixer les deux, donc ils vont Ouais. permettre à la fois de tirer parti du potentiel de l'IA générative cumulé avec des infrastructures de blockchain, mais c'est pas la Oui. majorité de l'IA générative aujourd'hui est pas fondée sur de la Oui, blockchain. bien sûr. Oui. Et du coup, oui, la question de comment on trouve le bon niveau d'intégration de l'IA dans notre cœur de métier pour à la fois ne pas se faire dépasser par des concurrents qui iraient plus vite et qui du coup auraient un réel avantage compétitif à avoir tout transformé grâce à ça. Elle est partout. Ce qui est sûr, c'est que aussi des nouveaux entrants, enfin des acteurs qui viennent et qui bâtissent tout de zéro avec de l'IA nativement, c'est beaucoup plus facile que de l'intégrer à du legacy, quoi. Donc ça, enfin, comme dans toute transformation. Et après, en fait, il y a une adoption qui se fait de manière... Enfin, il y a des couches transverses. Donc aujourd'hui, l'IA, et notamment dans les grandes entreprises, elle est aussi de plus en plus intégrée à de la productivité transverse dans toutes les fonctions. Donc sur typiquement de la rédaction de documents, de la prise de notes, de la veille, voilà, ou de la recherche. Donc là, on voit beaucoup d'entreprises, les grands groupes ayant en fait fait des déclinaisons sécurisées des outils disponibles sur étagère pour justement garantir aussi un certain nombre de protections de leurs données, de leurs informations confidentielles, évidemment. Et donc, on a cette espèce de socle qui est fourni à tout ou partie des employés de l'entreprise. Et puis après, on a des cas d'usage secteur par secteur, dont certains reposent sur juste de l'intégration assez simple, je mets ça entre guillemets, de l'IA générative dans les métiers. Et puis après, on a vraiment des transformations qui sont là, core business, et qui vont devoir aller vraiment se connecter profondément à toute la couche IT et le cœur de métier. Typiquement, pour Nexity, faire de la gestion du smart building, du pilotage de la consommation électrique des bâtiments, plein de choses. Ça, c'est vraiment des projets d'IA qui sont... En fait, ce que je voulais dire, c'est que la vitesse n'est pas forcément notre allié et c'est compliqué aussi parce que ça va tellement vite que ça occupe pas mal de bandes passantes. Oui. Et du coup, pour réfléchir et prendre des décisions et mettre le poids du corps sur tous ces enjeux-là qui sont connus, qui sont partagés, tous les sujets de compétences et comment est-ce que aussi, quand on accueille aussi des nouveaux collaborateurs, on les fait aussi progresser. Disons qu'on a cette temporalité qui est vraiment pas évidente à gérer parce que ça va extrêmement vite du côté des nouvelles fonctionnalités. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je pense que... je pense que vous aussi, votre rôle, et c'est pas simple en tant que direction RSE, c'est à la fois de accompagner ces réflexions en sachant justement quel peut être votre rôle et votre appui en tant que partenaire stratégique un peu sur toutes les cases qu'il y a sur la slide là. Et d'aider les directions à la fois, pas se précipiter, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui sont critiques dans le déploiement, et que des choix à l'emporte-pièce dans le contexte volatile, c'est pas, je pense pas que ce soit les bonnes, quoi.
et tout en expérimentant aussi, parce qu'on voit bien que ça va vraiment vite et que enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est que des choix, enfin, c'est assez peu durable au sens premier du terme, parce que un choix qui est pertinent à un instant T, il peut être remis en question parce qu'il y a une rupture technologique ou qu'il y a un nouveau service dans quelques mois. Donc, je pense que, en fait, ce qu'il faut travailler, c'est là que moi, je dis que c'est aussi un peu une gymnastique. C'est un peu comme aller à la salle de sport toutes les semaines, quoi. Il faut s'entraîner parce qu'en fait, il faut avoir la bonne boussole. Donc, il faut que vous sachiez quelle est votre grille de lecture et d'analyse des situations. Et ça, c'est une question de mission, de valeur, de culture d'entreprise, de projet, quoi. Enfin, voilà, de mission. Donc, pourquoi on fait tout ça et quels sont c'est quoi notre compas, quoi. Parce que les choix, ils vont être en permanence remis en question. Et donc, il faut se trouver sa bonne grille d'analyse pour être capable tout le temps de re-questionner et de réinterroger, mais en ayant quand même ce socle de valeurs et de projets d'entreprise qui doit être très, très fort et qui est à la fois stratégique et voilà, un sujet de quelle est la mission de l'entreprise, quoi. Enfin, je crois que chez Next City, c'est quoi vivre ensemble ou... Exactement, on a une raison Voilà, d'être qui est autour de la voilà. vie ensemble. Ouais. Et je pense que, en fait, enfin, moi, je vous invite vraiment aussi à réinterroger tous les choix liés à l'IA, là, la petite grille que vous avez là, à l'aune de cette mission. Donc, vivre ensemble, ça va vouloir dire quoi au sein de votre organisation, de vos salariés, de la manière dont vous accompagnez cette transformation des métiers, mais aussi de vos parties prenantes, quelles qu'elles soient. Parce que voilà, c'est ça qui est difficile en ce moment, quoi. Et c'est qu'on entend beaucoup de choses dans la presse. C'est pour ça aussi que je passe du temps en général un peu sur les fondamentaux, parce que on peut vite se laisser emporter par des annonces, la hype, des trucs qui sont fracassants, qui sont annoncés et dont on n'est pas du tout sûr que ce soit viable et économiquement, et je parle même pas de écologiquement. Euh, et que donc voilà, faut arriver à en fait progresser ensemble dans cet apprentissage. Et je suis d'accord avec vous que, enfin, je pense qu'il faut ralentir et reprendre de la profondeur de champ aussi pour pas se laisser être tout le temps, enfin, dans une espèce de course à l'annonce, à- Enfin, on a toujours l'impression que les concurrents font mieux, font plus, mais moi, je peux vous dire que la réalité dans les entreprises, elle est très différente de ce qu'on lit dans la presse, quoi. Et la formation, enfin ça par ailleurs, la formation de tous les collaborateurs, là je suis partie prenante, enfin je fais partie pour vous dire ça, mais je pense que c'est majeur, à la fois pour apprendre à bien l'utiliser. Et il y a plein d'endroits où ça amène vraiment du mieux, du plus, de la qualité même, et qu'on retrouve du sens dans son travail, hein. Enfin ça j'en suis convaincue, mais qu'il faut bien le faire, quoi. Il faut un juste usage. Et donc, sans faire n'importe quoi sur la sécurité, sans évidemment enfin, voilà, donner des coups de barre dans un sens ou dans l'autre trop drastiques. Donc, la formation, c'est évidemment indispensable. Puis pour pas laisser de personnes sur le côté aussi. Tout à fait. Alors, Embarquer ça, tout le monde. exactement. Il y a un vrai sujet d'inclusion aussi derrière tout ça. Non, mais d'avoir aussi la bonne, c'est toujours une question de positionnement des directions RSE par rapport à ces sujets, parce que à la fois, il y a effectivement le business qui avance, la techno, et c'est important qu'on ne se positionne pas comme étant à l'encontre de ça, parce que nos boîtes ont besoin de ça. Mm. Et en même temps, il y a toute la sagesse à apporter, ce que tu décris là, tous ces enjeux qui forcément que ça soulève. Et donc d'avoir la bonne approche pour arriver en apporteur de solutions ou juste celui qui aide à se poser, à répondre à ces questions-là, comme on fait à chaque fois. Mais c'est vrai que là, on voit à quel point c'est critique parce que les choix qui sont faits aujourd'hui par nos COMEX et nos CODIR, ils sont assez structurants, même s'ils vont être mis en question régulièrement. Ils sont quand même assez structurants, notamment sur la souveraineté de la data, notamment sur la dimension environnementale, etc. Donc, Exactement. je pense que pour nos Et directions RSE, c'est pas simple, comme toujours d'ailleurs, surtout vu le contexte, de mettre un peu le pied dans la porte. C'est pour ça que ça m'intéressait de voir comment vous êtes, entre guillemets, accueillis par les gens qui pilotent ça dans l'entreprise. Euh, et, et voilà,
plutôt positivement ou au contraire en mode toujours pareil, c'est la mouche du coche, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui vient encore me saouler là-dessus. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient un peu mettre le nez dans mes affaires. Donc voilà. Donc pour moi, il y a un vrai sujet de partnership en fait entre la Mm. personne qui pilote ça et le codir et la direction RSE qui vient en sparring partner et pas en censeur, quoi. Oui, je Alors, pense que ça, peut-être c'est vraiment clé. C'est pour ça que je vous ai mis cette slide. Il faut que vous Bah ouais, ayez elle pose conscience bien les de questions en fait, tous ces enjeux-là qui ces sont des dimensions-là. dilemmes pour vos dirigeants. Et il faut que vous sachiez exactement, enfin, bien les accompagner dans ces questions qui ne sont pas simples. Donc, que vous-même, vous ayez conscience de tout ça et que vous soyez éclairé sur les bons et les mauvais côtés. Hein, parce que c'est ni magique ni tragique. Et que vous soyez en mesure de les aider. Pardon, je vous laisse la Jean-François, parole. Jean-François, vous euh, vouliez rebondir? ouais, peut-être juste un partage en fait chez Orange, ce qu'on a essayé de faire. En fait, c'est vraiment le COMEX qui nous l'a demandé, hein, côté RSE. Et en fait, on a développé un petit, alors c'est de la R&D hein, pour l'instant, enfin, il existe, qui permet de se poser la question pour un service ou un produit existant, par exemple le call center ou un nouveau produit, mettre de l'IA, c'est quoi l'impact en fait, à la fois en termes d'accélération, d'amélioration de marge, mais également d'empreinte carbone, pour essayer de trouver effectivement une sorte de cadran en disant, il y a des cas où ça va effectivement booster la marge ou éventuellement d'autres dimensions côté qualité de service. Par contre, avec un impact carbone important ou non. Enfin bref, d'avoir Mm. ce compas pour se dire, maintenant quand je vais injecter de l'IA dans mes différentes décisions, se dire, faire la part des choses et parfois te dire oui, ça va faire beaucoup de CO2, mais c'est un accélérateur fort, en ce cas, je me le permets, ou parfois un impact finalement PNL qui n'a pas été énorme, mais par contre un impact effectivement carbone fort, en tout cas, ça n'a pas de sens. Bon, on essaye, c'est de la R&D, mais on le met en route. Par contre, on ne touche pas du tout encore la dimension sociale. Enfin, effectivement, Ouais. impact effectivement sur le truc. Mais bon, il faut déjà commencer quelque part. Voilà. Et c'est là où, enfin, c'est un extrêmement bon point et c'est super que vous fassiez ça. Et c'est là aussi où finalement la data et l'IA permettent aussi de mieux mesurer. Donc, c'est le fait d'avoir, enfin, c'est un des cas d'usage aussi majeur en fait dans vos domaines, c'est que pour pouvoir mesurer le fameux impact qui, on le verra, est quand même effectivement fort à tous les étages, hein, non seulement carbone, mais sur plein d'autres choses, l'énergie, l'eau, etc. Bah, il faut de la data pour faire ça. Donc, pour bien avoir la data et pour bien la mesurer. Et l'IA aide aussi à mieux mesurer. Donc, ça, c'est un super bon point. Et il y a des outils, enfin, je ne sais pas comment vous le mettez en place, mais il y a justement des outils ou des plateformes qui commencent aussi à se mettre en place pour arriver à mieux faire ça. Et même d'ailleurs, fournir un socle commun partagé pour pouvoir, y compris, mesurer du scope 3. Et ça, c'est super important. Et la question sociale, bien sûr, elle est au cœur de tout ça. Ça me fait penser à autre chose. Ah oui, si, par exemple, voilà, on travaille beaucoup avec des agences de communication aussi. Donc, d'un côté, ou sur toute la création de contenu, que ce soit des agences de pub, des agences de com, d'un côté, on a des organisations qui sont complètement transformées, quoi, parce qu'il y a plein de métiers qui, en fait, enfin, des trucs qui étaient infaisables avant ou qui prenaient des mois et qui étaient extrêmement coûteux. Et il fallait aller faire un shooting à l'autre bout du monde en déplaçant 50 personnes pour faire une campagne publicitaire. Bon, bah, aujourd'hui, l'IA, certes, a une empreinte carbone forte, mais enfin, c'est quand même 25 déplacements en avion qui sont évités, quoi. Donc, c'est voilà, l'équation, elle est complexe, mais on a des endroits où, en fait, finalement, le bilan, il est aussi assez nettement en faveur d'usages permis par l'IA. Et est-ce qu'on va développer un peu la partie outils plus positive, effectivement, de ce en quoi ça peut être vertueux? Est-ce que sur cette partie-là, un peu stratégique de la transformation et des risques que ça soulève pour les sujets environnementaux et sociaux, vous voulez partager voilà, des retours d'expérience internes, notamment au sein des plus grosses boîtes, euh, où vous êtes au clair? Mes questions cruciales. Maximilien, tu voulais rebondir ou pas? Parce que c'est ton cœur de métier, toi, quand même, d'éveiller les comex sur ces risques-là. Enfin, pas IA, mais en tout cas les risques d'adaptation environnement. J'imagine que l'IA a une place importante dans tout ça. Je ne sais pas si tu es avec nous encore. Si, je suis là, j'écoute religieusement. Voilà, je ne suis pas le plus expert de l'IA de la table, hein, donc
voilà, moi je Non, constate mais tu es comme tout le le monde, grand expert ESG quand même. Donc, t'es ouais, en tout forcé. cas sur les Mm. enjeux, donc je suis sensible à ce que dit Laure sur l'équilibre entre effectivement 25 déplacements économisés versus. Après, pour moi, c'est toujours voilà, la question centrale, c'est jusqu'où ça nous mène. Mm. C'est qu'est-ce qui reste à l'homme dans tout ça? Hein, c'est mon obsession depuis 10 ans, depuis qu'on parle de l'IA, c'est qu'est-ce qui va rester à l'homme? Euh, je dirais, voilà, il y a le côté positif, Laure, que tu évoques en disant on va éviter 25 déplacements à l'autre bout du monde pour faire un film promotionnel, ça on l'entend et c'est rassurant. Voilà. Et puis il y a le côté qu'on connaît aussi qui va être faire des vidéos de chats sur les nouveaux réseaux sociaux dont j'ai oublié le nom là, mais où finalement on va pouvoir se transformer en ce qu'on veut. Et donc vidéo de chat ou vidéo de soi-même en Superman, en Super Hulk, en tout ce qu'on veut. Mm. Et moi j'aimerais croire qu'il n'y aura que, enfin qu'on pourra mesurer des bénéfices environnementaux et sociaux. Mais pour ça, c'est comme d'habitude, la chance, enfin le fait que ça arrive ne peut pas être une question de hasard ou une question de chance. Il faudrait qu'il y ait une gouvernance autour de ça pour qu'on y arrive. C'est-à-dire que statistiquement, il est fort plus probable qu'on augmente et qu'il y ait une inflation permanente des usages de l'IA ludique qu'un usage de l'IA et du LLM à finalité d'intérêt sociétal, environnemental ou social. Voilà. Et donc, moi, Mm. mon sujet, c'est quelle est cette gouvernance de l'IA. Et encore une fois, je fais partie de ces gens qui utilisent 1000 fois par jour aujourd'hui l'IA à titre privé principalement. Et en tant que acteur effectivement du conseil sur ces thèmes depuis plus de 30 ans maintenant, je vois tous les bénéfices, mais j'en mesure les limites. Et du coup, voilà, je suis aussi inquiet de cette inflation qui, pour moi, encore une fois, ne serait pas contrôlée dans ses conséquences environnementales et sociales. Mm. Ouais, Mais non, enfin, c'est vrai que je ne l'ai pas trop développé là sur la slide parce que je pense que c'est pas encore complètement non plus dans la tête des COMEX, mais je pense que vous aurez aussi un rôle à jouer même dans l'accompagnement de la santé mentale des salariés. Parce exactement. que ce qu'on C'est voit, énorme. c'est que, et d'ailleurs ça les études le montrent aussi aujourd'hui, c'est qu'on a commencé par des usages un peu loisirs, tout le monde a découvert, donc on a fait sa liste de courses, son machin sur ChatGPT, justement son petit itinéraire de voyage, etc. Après, on a eu un usage massif dans la sphère professionnelle. Et aujourd'hui, on en arrive sur enfin, une intrusion dans la sphère intime qui est extrêmement forte. Et ça, voilà, les études commencent vraiment à le documenter avec des impacts là aussi différents en termes d'âge et notamment chez les plus jeunes. Et ça va poser aussi évidemment des questions dans l'entreprise. Donc, c'est un vrai sujet, plus toute la question sur, en effet, les impacts cognitifs, la manière dont on va aussi même apprendre, former, enfin, accompagner l'entrée dans le monde du travail des plus jeunes, la courbe d'apprentissage, enfin bref. Il y a un sujet dont on a à peine parlé, qui était la question de la destruction des emplois aussi, parce que c'est quand même un gros sujet en lien avec nos périmètres qui arrive là et presque revendiqué, notamment par certains cabinets de conseil en mode nous on est moderne, donc on supprime des emplois. Enfin, il y a quand même tout un truc autour des emplois. Et tu parlais des cols blancs qui est un énorme sujet pour nos directions, quoi. Donc, Ouais. effectivement, à poser quelque part aussi, à anticiper. Ah bah On oui, voilà, avance parce c'est qu'il. ma Ouais, deuxième. Ouais, voilà, j'ai j'ai vu encore qu'Agnès. 20 slides. Non, mais on va aller vite. Non, mais c'est bien aussi de réagir au fil de l'eau. J'ai vu juste qu'Agnès avait levé la main. Donc, Agnès, rapidement, Non, si tu non, voulais mais rebondir. j'en ai vraiment pour une seconde. C'était juste pour dire que chez Syntec Conseil, on a mené un enfin, on est en cours d'un groupe de travail sur le sujet parce que les cabinets de conseil sont des gros recruteurs de juniors. Bien sûr. Aujourd'hui, l'IA peut se substituer à un certain nombre de tâches. Ouais. Si on aplatit la pyramide, si on a moins de juniors, on a moins de confirmés, moins de seniors. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, on pourrait échanger un jour avec vous, Laure, et Capucine aussi, bien sûr, mais aussi Ouais. avec Syntec Conseil qui pourrait aussi avoir besoin Oui, très, d'accompagnement.
Très volontiers parce que alors moi je suis une ancienne consultante, donc j'ai passé 15 ans, donc je vois bien les questions que ça pose. J'ai participé à un groupe aussi avec HEC, le groupe, je ne sais pas si vous avez vu, mais le groupe conseil et coaching qui a fait tout un travail sur l'IA et les cabinets de conseil. Je pourrais vous l'envoyer parce qu'ils ont fait justement 4 soirées thématiques avec 4 questions et là on est en train d'écrire un livre blanc. Et par ailleurs, moi Super. j'ai fait justement des formations aussi spécifiquement pour les cabinets de conseil. Donc, volontiers pour en Ouais, rediscuter. avec plaisir. Via Capucine. Ouais, Ça marche. non, on fera Merci. ça. Et puis, de toute façon, je vous enverrai aussi les supports de la présentation. Peut-être parce qu'effectivement, il nous reste une demi-heure. Ce que je vous propose, c'est que j'avais 2 petites parties encore. Une sur justement les questions que ça pose et comment, comme le disait très justement Capucine, vous avez un rôle à jouer sur mettre de la sagesse et de la durabilité au maximum dans cette adoption de l'IA. Et puis, revenir sur quelques cas d'usage aussi très concrets dans vos métiers. Et puis, on peut se regarder du temps à la fin pour la discussion. Donc, je réembraye. Enfin, voilà, vous l'avez compris, vous avez un rôle vraiment critique à avoir dans tout ça. Je trouve que cette slide, elle est vraiment top pour vous aider effectivement à voir quels sont les enjeux principaux, quoi. Voilà, évidemment, Derrière. c'est pas exhaustif, hein, mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Et sur chacune de ces briques, vous avez bien sûr des choses à apporter. Donc voilà, dans les risques ou en tout cas les limites, les externalités négatives de l'IA à garder en tête. Donc, je vous ai mis, ça aussi, c'est une lecture que je vous conseille, donc qui est un peu critique, hein, évidemment, mais qui s'appelle Contre-Atlas de l'intelligence artificielle par Kate Crawford, qui est une chercheuse qui a travaillé chez Microsoft, mais qui a rédigé ce livre sur un peu les coulisses de l'IA. Et elle dit l'IA, c'est ni intelligent ni artificiel. C'est pas intelligent au sens où ça donne l'illusion d'intelligence humaine et l'anthropomorphisme fait qu'on projette dans l'IA des choses humaines. Et puis, c'est ce que je vous disais, c'est le projet un peu fondateur, hein, mais en fait, ça ne fait que simuler sur une base probabiliste à ce jour principalement, faire des prédictions sur la base de probabilité, mais ça ne comprend pas réellement. Et c'est pas artificiel au sens où il y a une matérialité très forte, à la fois justement en termes de ressources naturelles, mais aussi sociales. J'aime bien cette citation. Mais donc voilà, dans les questions qui se posent, il y a évidemment tout ce sujet des hallucinations et des erreurs, et qui là est très lié à l'IA générative. Mais c'est un vrai sujet, hein, et on a des exemples d'entreprises. La Poste, par exemple, au Royaume-Uni, qui a mis un chatbot qui s'est mis à raconter n'importe quoi ou à insulter les clients. Les compagnies aériennes où en fait les robots conversationnels proposaient des tarifs et l'entreprise a été tenue responsable parce que ça avait complètement inventé une grille tarifaire qui n'existait pas, etc. Toute la question évidemment des biais et des discriminations. Là, on n'aura pas le temps non plus de le développer, mais il y a des biais partout dans l'IA. Nous, humains, on a des biais cognitifs aussi, hein, mais en fait, les données sur lesquelles justement l'IA a apprises, elles sont nativement biaisées. Quand un développeur informatique programme, il fait des choix, il optimise selon certains paramètres. Et donc, voilà, il y a toute une question sur comment gérer ce sujet des biais et des discriminations de l'IA. Toute la manipulation, évidemment, du débat démocratique et puis les fausses informations qui circulent. Et les questions de sécurisation, de protection des données, avec aussi des services qui renforcent le risque aussi de cybercriminalité et qui font peser des contraintes et des vulnérabilités nouvelles sur les entreprises d'un point de vue informatique. Et évidemment, cette question de l'impact écologique et environnemental. Ah oui, je vous ai juste mis aussi cette petite carte que j'aime bien, mais qui donc c'est fait par un collectif en Espagne. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous l'aurez dans la présentation, et ça montre justement un peu tout l'envers du décor de l'IA, et notamment aussi un des sujets qu'on connaît mal, mais qui est celui du micro-travail, c'est-à-dire que pour apprendre, faire en sorte que les modèles apprennent, il faut annoter des données. Donc, on a des humains qui sont payés des clopinettes en général dans des pays du Sud global pour faire tout ce travail d'annotation. Et donc, ça pose vraiment des vraies questions sur ce recours au micro-travail. Et puis, évidemment, la question de l'empreinte énergétique et écologique. L'IA ne fait que renforcer l'empreinte du numérique. Vous le savez, c'est principalement le hardware qui est à 70% aujourd'hui et qui pèse dans l'empreinte environnementale du numérique.
Puis derrière, c'est cette question des données, du calcul, des énormes data centers qui sont nécessaires. Et je vous invite évidemment, si vous ne l'avez pas fait, mais je pense que vous l'avez déjà fait, à lire le rapport du Shift Project de la semaine dernière ou il y a 10 jours sur le sujet et qui montre que, en fait, effectivement, un des dangers, c'est qu'il y a un effet, enfin, le développement des usages forcément aggrave en fait les questions de l'empreinte écologique de l'IA. Mais à nouveau, à remettre aussi en perspective sur d'autres usages qui sont évités. Enfin, on en parlait sur ces histoires de voyage en avion. Voilà, l'équation, elle doit aussi se peser comme ça. Je vous ai juste mis là aussi un petit outil qui est fait par le ministère de la Culture. C'est mon passé ministériel, interministériel qui parle, mais ça vous permet de justement mesurer, et c'est traduit justement en impact, non seulement les biais en termes de valeur dans les réponses de différents modèles à des prompts. Donc, qu'est-ce que ça vous dit si vous dites quel est le plus grand film de tous les temps? Si vous demandez à Mistral, ça vous répondra pas la même chose que ChatGPT parce que l'IA reflète tout un système de valeurs et évidemment un prisme culturel qui est très fort, mais ça vous permet aussi de regarder justement combien c'est en termes enfin combien ça représente en termes de CO2 émis, etc. Donc ça c'est un petit outil. Et puis évidemment, c'est le nouveau champ de bataille d'une géopolitique mondiale où là, c'est le Far West d'un côté avec les États-Unis qui sont a fortiori maintenant avec une proximité très forte entre les autorités politiques et les grandes entreprises et les géants du numérique. À dire, voilà, il est interdit d'interdire. Il n'y a plus aucune loi fédérale, contrairement à ce qu'avait proposé l'administration Biden qui encadre l'IA aux États-Unis, même si on a des lois, par exemple, il y en a une qui vient d'être passée en Californie. Et puis de l'autre côté, la Chine, qui, elle, en fait, a un cadre extrêmement protecteur, qui pourtant permet aussi l'émergence de champions de l'IA, et l'Europe qui cherche sa place dans ce paysage-là. Là aussi, je vous ai mis des petits outils pour regarder justement les différentes législations. En Europe, on a choisi de poser un cadre qui est le règlement européen sur l'IA ou AI Act, sur lequel donc, les pays ont réussi les États membres ont réussi à se mettre d'accord et donc qui visait initialement à trouver un juste équilibre entre permettre l'émergence de champions nationaux et en même temps défendre un cadre des valeurs européennes, une protection des droits fondamentaux et des libertés qui est celle de l'Europe et qui globalement repose sur la définition de risque, de niveau de risque par les différentes IA qui sont distribuées ou opérées sur le territoire européen. Donc ça s'impose aussi à des acteurs américains. Je suis désolée, je n'ai pas le temps, mais on pourra refaire une séance aussi si vous voulez. Mais voilà, il y a des systèmes qui sont d'ores et déjà interdits et il y en a qui sont considérés comme à risque élevé. Et là, vous devez, en tant que distributeur ou opérateur de ces systèmes, répondre à un certain nombre d'obligations, de transparence et de conformité. Et il est en train d'entrer en vigueur progressivement. Donc, il y a évidemment tout un accompagnement aussi à fournir sur ce volet-là. Et ça veut dire quoi concrètement, pardon, appliqué à... Désolée, parce que je sais que tu veux aller vite et de toute façon, on va... Non, mais en plus, merci pour d'accélérer, mais on sait bien que c'est un sujet qui est immensément complexe. Donc là, on va pas tout traiter, on est très superficiel, mais c'est juste pour voir un peu quels sont les principaux enjeux qu'il faut avoir en tête sur lesquels creuser derrière. Mais typiquement là, en quoi ça concerne directement nos entreprises, c'est-à-dire que c'est de la réglementation au niveau européen. Donc typiquement, Donc, un ChatGPT qui est utilisé dans l'entreprise, il les alors, concerne, tu vois, non, dans les donc très grandes lignes. oui, oui, et ça aussi, je pourrais vous renvoyer des documents là-dessus, et puis on pourra refaire une séance si vous voulez. Mais en fait, c'est comme ils ont repris le principe du RGPD, et en tant qu'entreprise, vous pouvez être soit distributeur, soit fournisseur, soit, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, opérateur de systèmes d'IA. Et en fonction de la criticité que ça a dans vos infrastructures et des processus métiers que ça sous-tend, ça va tomber dans une catégorie ou une autre. Donc, typiquement,
Si vous faites, je sais pas quoi moi, l'attribution de crédit avec du scoring et que vous utilisez de l'IA pour appuyer la décision d'un conseiller qui va vous attribuer ou pas un crédit, ça c'est cœur, c'est système à haut risque, ça a un impact sur une décision individuelle pour quelqu'un. Donc là, vous allez devoir vraiment remplir plein d'obligations. Si vous utilisez des systèmes qui sont opérés par d'autres en tant que sur la productivité, par exemple, un chat GPT sécurisé, a priori, il y a moins de risques, mais vous devez quand même cartographier tous les systèmes que vous utilisez, où est-ce qu'ils sont déployés Donc, et ouais. identifier tout ça. Donc, il y a tout un travail à C'est faire. de l'éthique de la data, en fait. Comme tu dis, c'est un équivalent RGPD, donc c'est géré plutôt par les directions juridiques et Oui, directions de la data, direction des types. c'est direction juridique. Ils ont essayé de C'est direction juridique, reprendre ok. le Donc là-dessus, même. la RSE est pas forcément concernée, quoi. Parce que comme Non, c'est un sujet éthique, je me dis, il y avait peut-être un truc, mais dans ce cas-là, mais non, mais si, il y a des questions éthiques derrière parce que en fait, c'est pas si simple et c'est pas parce qu'on a cartographié les systèmes que en fait derrière, il y aura quand même des choix à faire sur la manière dont on les utilise, sur la manière d'accord. dont on expose justement nos salariés ou nos clients là-dessus. Donc c'est pas que un sujet de compliance. Il y a une vraie réflexion à mener sur quelle est l'utilisation qu'on a envie d'en faire et où est-ce Les fameuses choses qu'on stratégiques, met, quoi. voilà, exactement, qu'on met Ok. ou pas ces systèmes-là. Donc, vous avez clairement un rôle à jouer en lien avec les directions juridiques. Ok. Et effectivement, toute cette question d'impact sur l'emploi, je vous avais mis des petits quiz. Mais en gros, quel pourcentage des emplois est exposé à l'IA dans les économies avancées d'ici 2030? Je vous donne tout de suite la réponse. Mais c'est 60%. Donc, d'après une étude du FMI de janvier 2024, c'est-à-dire qu'il y a quand même une énorme part des emplois, même si là encore, quand on regarde dans le détail, c'est hétérogène, mais qui est exposé à de l'IA. Et 2030, c'est dans vraiment pas longtemps. Et un autre chiffre, c'est quel pourcentage des heures travaillées actuellement pour être automatisées par l'IA générative d'ici 2030. Ça veut dire combien de temps, en gros, dans votre journée, vous pourriez quel pourcentage de votre temps vous pourriez C'est déléguer monstrueux. à l'IA. Et voilà, là encore, c'est 30%, mais ça veut quand même dire qu'il y a un tiers de votre journée que vous pourriez passer à faire autre chose. Ouais, ça me Je paraît très simplifie. sous-évalué, hein. Ouais, parce que Mais quand on voit la vitesse, ouais. voilà. Mais donc, c'est quand même des vraies questions et on voit l'impact que ça a. Donc ça, c'est une question massive pour toutes les organisations. Les fonctions les plus exposées aujourd'hui et celles dans lesquelles on voit de l'IA générative se diffuser le plus, c'est l'IT et la tech. Donc, pour produire du code, pour traiter des données, pour Faire des sites web, automatiser des tests, faire des sites web, exactement. c'est Il y a un hallucinant. service qui s'appelle Lovable, je ne sais pas si vous l'avez vu, Bah, mais moi, je l'ai testé, c'est voilà, incroyable. Enfin, je sais plus. Regardez ce truc-là, ça crée en fait pour vous, vous mettez le site que vous voulez faire et en fait, il vous fait un site sur mesure, c'est codé et vous pouvez le mettre en ligne quasiment dans la foulée. Et je me disais, les codeurs, enfin en tout cas ceux qui fabriquent des sites web, voilà. Ou même dans le marketing, vous faites en un prompt, vous avez une maquette de site web, c'est juste, c'est une instruction, vous lui dites, je voudrais que ce soit comme ci et comme ça, vous donnez des exemples, en 5 minutes, c'est fait. Enfin, ça, avant, le gain de productivité, il est de 99%. Ouais. Voilà, ça ne veut pas dire que ça passe à l'échelle, ça ne veut pas dire que ça se diffuse partout, mais on voit quand même que sur certaines tâches, c'est massif. Même chose dans la finance. Oui. Tu redonnerais le nom du... Lovable, ouais, je vais Lovable. Okay. Je vous renverrai tout ça. Ça s'appelle du vibe coding. C'est le nouveau terme aussi un peu à la mode. Et ça dit que justement, on arrive maintenant, il n'y a plus besoin de coder en fait. Pour des usages grand public. Comment? Je ne sais pas s'il y avait une prise de parole ou si c'était un bruit en arrière-plan. Mais donc, voilà, ça change typiquement dans le marketing, là aussi, ou dans les équipes de création de produits numériques, ça change tout. C'est-à-dire qu'avant, on avait des gens qui faisaient des cahiers des charges, des expressions de besoin, qui disaient je voulais quelque chose qui ressemble à ça. Il y avait une agence qui faisait des maquettes et puis ça passait aux développeurs informatiques, mais qui ne comprenaient pas très bien ce que vraiment le métier voulait, etc. etc. Donc là, hop, en 5 minutes, on a un prototype.
C'est pas en production et ça tourne pas, mais ça permet d'aligner tout le monde beaucoup plus vite sur le résultat qu'on veut avoir. Donc là, vous voyez encore l'impact que ça a sur des organisations entières, quoi. Donc la question pour les managers, les dirigeants, c'est OK, est-ce que je réduis mon équipe je divise par 10 la taille de l'équipe, ou est-ce que je remets les gens? Enfin bref, vous Et à voyez l'inverse, tu peux dire aussi, parce que du coup, ça va nous permettre de jumper sur la dernière partie, même si on va la faire en très accéléré, ce sera un teasing pour la suite, sur comment est-ce que ces trucs-là qui existent aujourd'hui peuvent être mis au profit des directions RSE, c'est-à-dire comment est-ce que ce soit sur le... Ah zut. Non, c'était pour te... Tu m'entends? Allô? Je vous ai perdu? Ouais, non, c'est moi qui me suis perdue. Ah, non, Ouais. j'avais mis cette slide pour surfer sur ce que tu disais. Parce qu'effectivement, il y Eh en ben, a go. aussi, voilà, il y a plein d'utilisations comme ça aussi dans vos métiers. Donc, pour rebondir, typiquement pour produire un rapport ou même pitcher une idée, en fait, et la raconter et la mettre en scène de manière à la fois beaucoup plus accessible, au sens où, en fait, c'est plus attractif pour le public auquel vous allez vous adresser d'interagir avec le contenu. Là, il y a plein de cas d'usage pour le coup de l'IA générative qui vont de générer des images, mettre en forme des rapports, passer un rapport de 200 pages sous forme de podcast que les gens peuvent utiliser, peuvent écouter dans le métro le matin ou dans leur voiture. Enfin, ça, pour vous qui produisez du contenu et qui avez un enjeu de le faire atteindre une audience en étant aussi créatif sur plein de formats différents, là, il y a un boulevard. En plus, évidemment, de toute la partie dont on a parlé déjà tout à l'heure sur comment la data et l'IA elle-même permet de mieux collecter les données, les structurer, les mettre ensemble et les rendre cohérentes et puis derrière les analyser. Donc ça, c'est évidemment un cas d'usage très, très fort. Et puis, bien sûr, tout le narratif. Et ça, là-dessus, on a encore des limites dans l'IA générative sur le fait de traiter des chiffres. Pour le coup, il y a des choses, traiter des données tabulaires, ça marche pas encore très bien. On a des choses qui, ça progresse, mais c'est encore pas le meilleur usage. En revanche, générer du texte, générer du narratif sur la base de chiffres, là, voilà, il y a énormément d'usages possibles pour vous dans ce domaine-là. Oui. Est-ce que certains d'entre vous l'utilisent déjà, ça, par exemple, pour les reportings divers et variés qu'on a à faire, le fait de mettre en avant les idées pour les rendre plus sexy, etc. J'imagine, du coup, j'ai un pouce. Attends, je regarde dans le chat. Non, c'est important parce que, voilà, il y a Vernie qui pose la question de quels outils pour transformer du contenu en podcast. Ah, ok, alors ça, donc c'est le fameux notebook LM. Mais si vous voulez qu'on reprévoit une session, parce que là, je ne vais pas Peut-être avoir sur le les temps outils. de vous le Je me dis montrer, peut-être. mais je vous remontre, je vous remontre juste la slide où il y avait les outils là. Hop. Donc vous voyez, Notebook LM par exemple, c'est un outil que vous pouvez tester gratuitement et c'est très bon pour justement analyser de l'information. Donc il faut un compte Google, vous vous connectez dessus. Et là, ça va vous demander des sources. Donc, vous pouvez lui donner des sources à analyser. Donc, ça, vous pouvez fournir vos propres rapports. Vous pouvez lui demander d'aller chercher des sources sur le web, etc. Et derrière, ça vous propose de le traduire. Ça peut même générer des infographies, générer des vidéos, générer un podcast. Donc, vous avez deux voix qui se parlent. Par exemple, vous mettez votre rapport ESG, faites l'essai. Et vous allez avoir comme deux journalistes qui dialoguent et qui vont dire alors aujourd'hui on va parler du rapport RSE de Nexity. Ah, c'est très intéressant. Et hop, et ça va vous animer. Vous pouvez choisir la durée du podcast. C'est un exemple. Pour les rendre Ça, plus digestes, ça peut être utile. exactement. Ouais. Donc Et pour je les pense rendre aussi à Perplexity dans les cas d'usage, parce que moi, exactement. j'utilise beaucoup sur la veille, notamment veille Ouais. réglementaire, qui est un gros sujet pour, alors un peu moins depuis qu'on est ralenti sur la CSRD, mais sur chacun des secteurs, Perplexity est immensément puissant. C'est-à-dire qu'une fois que c'est paramétré, vous avez tous les matins une veille
sur mesure, synthétique, complètement adapté en fait au sujet que vous devez suivre. Ouais. Et pareil, Perplexity, aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, c'est des choses Mm. qui peuvent être mises en place hyper facilement et qui changent vraiment la donne, je trouve, dans notre quotidien, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Ouais. Absolument, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est voilà, c'est assez simple d'utilisation. Et là, je vous invite à le tester pour le coup parce que justement, on est dans une phase où c'est encore gratuit. Il y a encore plein de choses qui sont possibles d'expérimenter gratuitement. Donc faites-le et créez-vous vos routines. Créez-vous vos propres justement usages. Vous voyez ce qui vous plaît à vous, ce qui vous plaît pas, là où ça fonctionne bien, là où ça fonctionne pas bien. Après, il y a toute la question du prompting, c'est-à-dire comment vous allez de manière efficace aller interroger les outils et leur passer commande. Et ça, il y a vraiment des techniques qui ont un impact majeur sur ce que vous allez avoir à la sortie. Donc, il y a plein de choses, vous allez vous dire, ah, c'est nul, le résultat, il est médiocre. Mais en fait, selon la manière dont vous allez manipuler les outils et les interroger, vous allez avoir des résultats qui peuvent varier du tout au tout, quoi. Donc ça, c'est aussi pareil, des choses sur lesquelles il faut se former. Mais effectivement, Perplexity, c'est un outil qui aujourd'hui est très, très puissant. Et là encore, permet de faire des trucs qui prenaient des semaines avant, qui étaient vraiment très complexes, quoi. Juste pour finir sur les quelques cas d'usage, donc il y a toute la partie qui est plus là de l'IA analytique, mais intégration de l'IA pour réduire le gaspillage alimentaire. Je vous avais juste mis, c'est l'exemple du bas de Hilton, où justement, ils ont travaillé sur une zone donnée, hein, c'est aux Émirats Arabes Unis, mais pour justement mieux donner, mieux analyser, collecter les données sur les flux de clients, les historiques de fréquentation, la saisonnalité. Ça fait une analyse prédictive qui permet derrière de réduire le gaspillage alimentaire. Et ça, il y a des projets similaires chez Sodexo, chez Accor. Là encore, c'est un exemple où la data et l'IA peuvent permettre d'avoir des améliorations qui peuvent être réellement quantifiées et mesurées. Et puis, voilà, autre exemple, risque business, rupture de chaîne d'approvisionnement. Là aussi, on est capable de modéliser, d'utiliser l'IA pour mieux cartographier les risques, qu'ils soient géopolitiques, climatiques, sur des chaînes d'approvisionnement. Donc, voilà, on a vraiment énormément de cas d'usage là. Je vous en ai mis que quelques-uns. Mais ça mérite peut-être aussi de refaire une session peut-être plus participative aussi sur comment identifiez-vous les cas d'usage sur lesquels ça peut vous aider. Ah oui, je vous avais mis ça si on veut refaire les petits le petit justement outil participatif. Qu'est-ce que vous aimeriez approfondir en fait pour pouvoir vous approprier notamment mieux l'IA dans vos métiers. Et si on refaisait une discussion de ce type-là, qu'est-ce que vous aimeriez creuser, quoi? Est-ce que c'est les cas d'usage avec des exemples? Est-ce que c'est une présentation des outils? Est-ce que c'est justement aussi un partage de bonnes pratiques, par exemple, sur des choses que vous avez mis en place dans vos organisations, comment définir votre propre roadmap ou stratégie d'utilisation de l'IA dans votre équipe. C'est bien, tu as voilà. fait t'as fait le programme pour les 3 prochains mois. Ouais. Je vois que Marjolaine levait la main. Donc, Marjolaine, tu veux rebondir? Juste, pardon, vous en avez peut-être parlé, mais il y a l'association, je crois que c'est une association, Impact IA. Est-ce que vous en avez parlé? Je connais pas, moi. Impact IA, alors des associations, oui, il y en a plein. Pardon, Observatoire, qui est un collectif de réflexion et d'action constitué d'un écosystème pour favoriser l'adoption d'une IA responsable et française. Oui, alors oui, ça doit être Impact IA. Alors, je ne les connais pas tous parce qu'il y a plein de collectifs qui se mettent en place. On n'a pas parlé d'IA responsable, mais c'est vrai que là, il y a tout un domaine aussi qui va de la recherche à l'adoption concrète dans les entreprises et qui essaye de définir justement des critères sur qu'est-ce que c'est qu'une IA responsable.
Donc ça se nourrit aussi de travaux qui ont été menés à l'échelle européenne par la Commission européenne, ça se nourrit de plein de choses. Et donc globalement, ça liste aussi des critères. Et donc il y a des initiatives de place, en gros, qui se mettent en place et qui réunissent différents acteurs pour essayer justement de partager des critères d'adoption commune. C'est ça, ce sera intéressant peut-être pour une prochaine réunion du coup aussi Ok, de voir ouais. N'hésitez pas à panorama de l'écrire aussi dans ces le petit initiatives. outil, comme ça prend des notes. Mais par exemple, il y a un label, donc il y a aussi des initiatives qui labellisent justement des outils d'IA. Donc par exemple, il y a un label qui s'appelle Positive AI, qui est une association aussi, Orange, je crois qu'il y a quelqu'un d'Orange, mais Orange est partenaire de cette initiative-là et qui justement essaye de là aussi définir, y compris dans leur traduction très concrète, ce que sont les attributs d'une IA responsable et de faire adhérer d'autres entreprises pour travailler sur ce label et ce standard commun. Positive AI, ça s'appelle. Et donc, dedans, il y a L'Oréal, Malakoff Humanis, des cabinets de conseil, il y a Niji, il y en a d'autres, et Orange comme membre fondateur. Donc voilà, c'est aussi effectivement d'autres types d'initiatives qui essayent d'avoir des traductions aussi très concrètes dans les outils d'IA et les attributs qu'ils ont et tout un système de certification. Merci beaucoup. Bon, bref, ouais, on est au tout début de toute façon, on est au tout début de l'histoire, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça y est, c'est arrivé chez nous, mais que ça va faire que grandir. Donc, je pense que de toute façon, les sujets, enfin, en fait, disons qu'il y a des besoins qui sont assez transverses à nos métiers. Typiquement, la question, on en parlait du reporting, de tout ce qui va être valorisation de nos rapports extra-financiers, d'embarquement des parties prenantes, de veille. Ça, c'est des choses qui sont un peu, on va dire, communs à chacun de nos métiers, quel que soit le secteur dans lequel on travaille. Et puis après, il y a des enjeux beaucoup plus sectoriels en fonction de l'industrie, en fonction du métier, etc. Donc, c'est vrai que peut-être il faudra qu'on se concentre sur j'allais dire sur les enjeux qui sont assez transverses, parce que sinon, on va rentrer dans des logiques un peu trop intuitives personnelles, sauf s'il y a parmi vous des secteurs qui sont surreprésentés et donc pour lesquels on pourrait un peu se mobiliser. Mais moi, j'entends en tout cas qu'il y a un besoin sur les outils divers et variés. Donc peut-être qu'on peut se reprévoir un échange là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez partager avant qu'on se quitte parce qu'il leur est écoulé? Je crois qu'on a tous très faim. C'était ambitieux de couvrir autant de choses en 1h30, mais je pense que pour un premier échange, c'était... Franchement, bravo, c'est extrêmement complexe à faire. Donc toi, comme tu connais très bien en plus les choses, tu as réussi, je trouve, à nous raconter ça avec beaucoup de pédagogie et c'était important qu'on commence par ça. Tu as des applaudissements. Non, mais c'est important qu'on commence par ça parce que effectivement, les niveaux de maturité sont différents, mais c'est toujours bien de se rappeler un peu ce qui se joue là. Oui. Et derrière, faites-nous signe, n'hésitez pas à nous envoyer à Naoël et moi vos envies, vos besoins pour la suite, parce que c'est peut-être plus facile aussi en one-on-one de nous faire remonter tout ça. En tout cas, on s'en prévoit peut-être sur les outils. Et on vous tiendra au courant de la date qu'on choisit avec Laure si tu peux encore avoir un peu de temps pour nous, Laure. Et si vous avez des besoins divers en formation aussi sur ces sujets, vous savez où trouver notre ami. Oui, bien sûr, n'hésite pas. Et puis, je vous ai mis, donc je vous transférerai les slides, bien sûr. Vous aurez mes coordonnées aussi à la fin. Et n'hésitez pas, voilà, si en effet, je pense qu'on doit pouvoir recaler une petite séance comme celle-là. Après, l'intérêt aussi d'approfondir, c'est qu'on peut faire aussi des choses plus sur mesure. Ouais, complètement. Mais je pense qu'il y a plein de dénominateurs communs qu'on peut effectivement traiter. Donc, ouais. Il y avait une petite dernière main levée chez Caroline. Oui, merci en tout cas pour la présentation. Et moi, ce qui en ce moment me turlupine un peu, c'est ce côté, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, hallucination, mais le fait que l'IA, les ChatGPT, etc., inventent des choses. Oui, c'est ça. Comme l'histoire de Deloitte, du rapport Deloitte pour le gouvernement australien, où pourtant c'était réglementaire, ils ont fait quelque chose sur le sujet réglementaire, et ils inventent des lois, ils inventent des citations, ils inventent des sources. Donc, je me disais même par rapport, ça m'a fait tilt aussi sur la partie veille réglementaire, est-ce qu'on peut vraiment
lui faire confiance? Est-ce que pour résumer un rapport, il ne va pas non plus en rajouter? Enfin, c'est vrai que parfois, moi, quand je lui demande aussi de faire je l'ai un peu demandé de me rewarder certaines phrases ou paragraphes que je faisais sur le rapport, mais il en rajoutait des tonnes qui ne correspondaient pas. Enfin, non, mais c'est pour ça que j'ai passé du temps au début. C'est que ça, c'est à ce jour, dans la manière dont l'IA, depuis quelques années, là, toute la branche de l'IA qu'on appelle connexionniste ou probabiliste, c'est pas la même chose que justement le système de règles où là, c'est traçable et on peut vérifier. Et donc, ça permet des avancées majeures. Mais cette histoire des hallucinations et de probabilité, c'est constitutif en fait des LLM, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à combler les trous, donc s'ils ne savent pas, à mettre quand même quelque chose. Et en fait, là où c'est dangereux, c'est qu'effectivement, c'est plausible parce que sur une base probabiliste, c'est le truc qui semble le plus probable à venir après. Mais en fait, c'est archi faux. Donc, ce que je dis, et c'est vrai que je ne vous l'ai pas suffisamment dit, mais aujourd'hui, si vous utilisez de l'IA, vous vérifiez tout. Il ne faut surtout pas prendre une analyse de l'IA comme vérité, quoi. Précisément, c'est pas ça. D'où l'essor de certains outils qui, justement, tracent beaucoup mieux la provenance des réponses. Donc, typiquement, Perplexity, ça fait ça beaucoup mieux. Mais même comme ça, il y a encore ce risque. Donc, l'exemple de Deloitte, il est très parlant. C'est-à-dire que l'IA, si vous l'utilisez mal, si vous savez pas bien, si vous maîtrisez pas bien les techniques de prompt et surtout si vous faites n'importe quoi paresseusement sans avoir la vérification, il va y avoir des accidents industriels de ce type-là. C'est sûr. Enfin, là encore, c'est natif. Là où il y a un vrai problème aussi derrière, c'est que, il y a eu quand même dans leur chaîne de décision et de validation des gros trous, quoi. Enfin, c'est quand même un problème de valeur et de déontologie et de compétences. C'est ça le sujet, c'est vraiment ça, c'est que c'est une aide. C'est pas quelqu'un qui va faire à votre place, mais c'est une aide pour gagner du temps et derrière, effectivement, repasser avec toute l'intelligence, le discernement et tout ça. Mais c'est un vrai risque de l'IA parce que la forme est tellement bluffante qu'en fait, on en vient à ne plus accorder d'importance au fond. Ouais. Et en fait, c'est là où souvent les gens disent ça va nous rendre idiots, on est paresseux, etc. Moi, je pense que c'est l'inverse. Enfin, évidemment que si on a envie de faire ces raccourcis et de paresseusement utiliser l'IA n'importe comment, ça va être catastrophique. Si on veut bien l'utiliser, c'est toute une gymnastique et c'est ça aussi les techniques de prompting, c'est qu'il faut bien concevoir les choses. Donc, il y a du temps de conception et il y a du temps de vérification derrière. Et ça rouvre, si la personne de Syntec est encore là aussi, enfin, toutes les questions sur il n'y a plus besoin de juniors. C'est vrai que ça pose des vraies questions parce que finalement, du temps de junior pour aller faire des recherches, des analyses, mais qu'on pouvait quand même, sur qui on pouvait mettre un peu la pression pour que ce soit bien fait. Si on délègue ça à l'IA, en fait, ça va reporter la charge sur du temps d'expert et de vérification. Et donc, je ne suis pas du tout sûre que l'équation économique, elle tienne longtemps la route comme ça. Si on se met un minimum d'exigence dans la fiabilité et la qualité du contenu qu'on veut sortir. Donc, ce n'est pas si simple. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Mais c'est sûr que des cas comme celui de Deloitte, et si on ne se forme pas, là encore, si on ne vérifie pas et si on cède à la tentation d'aller à la facilité, des cas comme ça, il va y en avoir plein. Ouais. C'est ça. Alors bon, c'est des bons warnings en même temps quand on les voit sortir là, parce que au moins ça fait un peu flipper dans les cabinets, quoi. C'est très bien. Mais voilà, mais après, je pense que pour le coup, un cabinet qui s'est bien s'outiller avec l'IA, il peut avoir vraiment un avantage fort, y compris pour prendre plus de temps dans le lien avec ses clients, quoi. Ouais, complètement. Bon, merci infiniment Laure et merci à vous toutes et à vous tous. On se redonne rendez-vous très vite. On vous envoie la presse. Tu as plein de merci et d'applauses. Et merci aussi aux filles Lucie et Nawel d'avoir orchestré tout ça comme d'habitude avec brio. Et nous, on se revoit donc dans 3 semaines pour une masterclass avec Yannick, l'initiateur de la CEC, qui va nous raconter comment est-ce qu'il a réussi à d'une simple idée, faire naître un mouvement aussi emblématique que la CEC, donc toute l'architecture de structuration et d'influence derrière pour faire d'une idée un mouvement. Voilà, donc on se donne rendez-vous le 6 novembre, je crois, hein. Lucie et Nawel, c'est bien ça.
à 9h sur Teams. 9h30. Bon, bref, on vous enverra les infos, c'est dans la newsletter. Et on se redonne rendez-vous avec Laure pour approfondir un peu les sujets que vous avez fait remonter ici. Donc, on vous tiendra au courant de la date. Merci beaucoup. Merci à Merci, tous. au revoir. Et je dois foncer à un déjeuner, mais je vous envoie les slides début Salut Laure, d'après-midi. un immense Merci, merci à au toi. revoir. Merci à très à vous. bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.